Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cette exploration vraiment au cœur des gestes qui sauvent. Aujourd'hui, on se penche sur les immobilisations en secours d'urgence. C'est un sujet fondamental pour tous les intervenants. Pourquoi c'est si important et surtout, comment on fait ça bien sur le terrain? Exactement. L'objectif, c'est de comprendre les bases, les principes, pour stabiliser une victime, surtout en cas de traumatisme. Parce qu'une immobilisation bien faite, ça évite vraiment d'aggraver les choses avant l'arrivée à l'hôpital ou pendant le transport. C'est une compétence clé, quoi. On entend souvent dire « faut pas bouger la victime », mais pourquoi concrètement? C'est quoi les vrais risques si on ne le fait pas ou si on s'y prend mal? Très bonne question. Le risque numéro 1, c'est d'aggraver la blessure initiale. Prenez une fracture simple, par exemple. Un mouvement, même petit mais mal contrôlé, peut déplacer l'os, léser un vaisseau, un nerf juste à côté. Ça peut transformer une blessure gérable en urgence vitale. Ah oui, quand même. Et pour la colonne vertébrale, le rachis, là, les conséquences peuvent être terribles. On parle de paralysie possible si on mobilise sans précaution. Donc oui, immobiliser, c'est avant tout protéger. Protéger en limitant les mouvements, ça semble logique, mais j'imagine qu'il y a une méthode, on ne fait pas ça n'importe comment. Ah non, surtout pas. La règle d'or, c'est douceur et méthode. Il faut être très précautionneux. On essaie de garder la partie blessée dans la position où on l'a trouvée, sauf si cette position est dangereuse, bien sûr. Et, très important, il faut parler à la victime si elle est consciente. Lui expliquer ce qu'on fait. Exactement. La rassurer, ça aide énormément. Ça fait partie du soin et ça facilite la coopération de la personne. D'accord. Et pour faire ça, on a du matériel spécifique, j'imagine? Oui, on a toute une panoplie. Pour le coup, la base, c'est le collier cervical. Indispensable dès qu'on suspecte une atteinte du rachis cervical. Ensuite, pour les membres, on a les attelles. Les attelles à dépression, qui sont vraiment bien car elles moulent parfaitement le membre quand on fait le vide d'air. Oui, très efficace celle-là. Et on a aussi les attelles modelables, plus rapides à poser pour certaines lésions. Et bien sûr l'écharpe, simple mais toujours utile pour le bras ou l'épaule. Et si on suspecte une atteinte plus globale, toute la colonne vertébrale par exemple? Alors là, on sort le gros matériel d'immobilisation de l'axe tête-cou-tronc. On a l'attelle cervico-thoracique, l'ACT. L'ACT, oui. Très pratique pour extraire quelqu'un d'une voiture par exemple, en gardant l'axe bien droit. Après, il y a le plan dur. C'est la planche rigide classique. C'est une référence pour une immobilisation rapide et complète, surtout pour les relevages un peu compliqués. Et le MID? Et enfin, oui, le matelas immobilisateur à dépression, le MID. C'est un peu le top du confort et de la stabilité. Il enveloppe complètement la victime, idéal pour les transports longs. Le choix entre tout ça, ça dépend vraiment de la situation, de l'état de la victime, de l'environnement aussi. Ok. Si on prend un cas concret, suspicion de fracture de l'avant-bras, c'est quoi la démarche type? Alors, le principe de base, c'est toujours immobiliser l'articulation au-dessus et l'articulation en dessous de la zone où on suspecte la lésion. D'accord. Donc pour l'avant-bras, ça veut dire? Ça veut dire bloquer le coude et le poignet. On choisit une attelle adaptée, on la met en place délicatement, sans forcer, sans essayer de remettre l'os en place, surtout pas, et on la fixe correctement. Point crucial. Avant et après la pose, on vérifie toujours la sensibilité, la motricité, la chaleur des doigts. Faut être sûr de ne pas couper la circulation. C'est hyper important ça, la surveillance après la pose. Absolument. Une attelle trop serrée, ça peut faire des dégâts. Passons maintenant au cas qui fait souvent le plus peur, la suspicion d'atteinte du rachis. Comment on aborde ça? Bon, là, dès qu'il y a le moindre doute, un choc violent, une chute importante, une douleur au cou ou au dos, un trouble de la sensibilité, on part du principe qu'il y a une atteinte, jusqu'à preuve du contraire à l'hôpital. La priorité absolue, dès le premier contact, c'est le maintien de la tête en position neutre, bien dans l'axe du corps. Et ça, sans jamais relâcher. C'est le premier geste réflexe à avoir. Et ensuite? Ensuite, on enchaîne. D'abord, pose d'un collier cervical. Attention à la taille, c'est essentiel. Un collier mal ajusté, c'est soit inutile, soit dangereux. Bien choisir la taille, oui. Puis, une mobilisation complète sur plan dur ou dans un MID. Et là, le transfert de la victime sur ce matériel, c'est vraiment un moment critique. Ça doit se faire en équipe, avec des techniques bien précises comme le pont amélioré ou la cuillère. L'idée, c'est de bouger la victime comme un seul bloc, sans aucune torsion de la colonne. Tout doit être synchronisé. Exactement. La CT peut aussi être utilisée comme une étape intermédiaire pour sortir la victime, avant de la mettre sur le plan dur ou le MID pour le transport final. Chaque geste compte
et doit être coordonné. C'est vraiment un travail d'équipe et de grande précision. Si on devait résumer les points vraiment essentiels à retenir. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'immobilisation, c'est préventif. Ça évite d'aggraver une blessure, surtout au niveau des nerfs ou des vasos. Les grands principes? Toujours maintenir l'axe tête-coutron si on suspecte une atteinte du rachis. Pour un membre, immobiliser les articulations au-dessus et en dessous de la lésion. Et bien sûr, bien choisir et bien utiliser le matériel. Collier, attelle, mid, plan dur. Et toujours la douceur, la communication avec la victime. Voilà. On voit bien que ce sont des gestes et techniques qui ne s'improvisent pas. La théorie, c'est une chose, mais sans pratique... Tout à fait. La maîtrise, elle vient vraiment avec l'entraînement régulier. Il faut connaître son matériel sur le bout des doigts, relire les fiches techniques, c'est sûr. Mais surtout, il faut pratiquer et encore pratiquer ces techniques en formation, sur mannequin, en simulation. C'est comme ça qu'on développe les bons réflexes. Exactement. Pour assurer la meilleure prise en charge possible. Chaque geste est important. Une immobilisation bien réalisée, ça peut vraiment changer l'avenir d'une personne. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent? Oui, n'hésitez jamais à vous entraîner sur ces gestes dès que vous en avez l'occasion. C'est un investissement essentiel pour la sécurité des victimes. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.